Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont plutôt calmes et positifs même en Europe à mi-séance, avec parmi les histoires du jour, les histoires d'entreprise, les résultats d'Iliad, la maison mère de Free, qui sont salués par les investisseurs. Et puis on notera également dans les valeurs moyennes françaises la belle progression de Trigano aujourd'hui. Trigano qui a complètement effacé la crise boursière avec ses camping-cars perçus comme une bulle sanitaire mobile. C'est ce que nous est le groupe Trigano en fin d'année. Trigano qui est en passe de racheter 3 distributeurs importants sur le marché français. Et là aussi, les investisseurs réagissent positivement à cette annonce. Iliad et Trigano font partie donc des valeurs en vue aujourd'hui sur le marché français. Vous aurez le résumé complet de cette séance, en tout cas les infos clés à mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parlera scénario de marché dans quelques instants avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Sur le front de la macroéconomie, on attend la publication des ventes au détail américaines en début d'après-midi, avant évidemment le grand rendez-vous de la Fed, la Fed qui commence sa réunion de politique monétaire aujourd'hui jusqu'à demain avec une décision attendue demain soir à 19h. Ce sera bien sûr le point d'orgue de cette semaine. Notez que le marché obligataire est relativement calme aujourd'hui avec un 10 ans américain qui se stabilise autour de 1,60. Et puis dans cette demi-heure, on parlera également stratégie de marché, diversification. La diversification comme meilleure stratégie d'investissement, c'est la philosophie de Tobam. Et justement, au sujet de la diversification, Tobam a investi le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin, plus particulièrement depuis quelques années maintenant, avec un fonds Bitcoin qui a été lancé en 2017. À l'époque, le Bitcoin devait valoir peut-être à peine $10, je crois. J'ai regardé sur un graphique ce matin et on en parlera. Diversification et Bitcoin, on parlera de ce sujet avec Yves Chouefati qui est avec nous en plateau, le président et fondateur de Tobam. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés européens à mi-séance. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris, portée dès l'ouverture par les clôtures des indices américains dans le vert et notamment par le nouveau record sur le S&P 500. Le CAC 40 se stabilise à la mi-journée dans un contexte d'attente de la prise de parole de Jérôme Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Sur ce sujet, Jérôme Powell sera particulièrement attendu sur les perspectives de croissance et d'inflation de la Réserve fédérale, alors que les investisseurs craignent qu'une amélioration des perspectives de croissance de l'institution et une progression de ces anticipations d'inflation ne conduisent la Fed à envisager une réduction de son soutien à l'économie. Un contexte dans lequel les rendements obligataires restent à des niveaux élevés aux États-Unis avec un taux à 10 ans à 1,60% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux environs des 2,35%. En Europe, les investisseurs continuent à garder un œil sur la situation sanitaire alors que de nombreux pays européens ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca. En cause, l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin, même si aucun lien direct n'a pu être démontré à ce stade. L'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations, estimant que le bénéfice du vaccin est supérieur au risque. L'Agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin à l'issue d'une réunion extraordinaire. Côté statistique, l'indice définitif des prix à la consommation ressort stable sur un mois en février en France, mais il montre une légère progression de 0,6% sur un an. Une inflation maîtrisée donc pour le mois de février qui devrait rassurer les investisseurs parisiens sur le sujet. En Allemagne, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressort à 76,6 en mars, supérieur aux attentes des analystes et en forte progression après le niveau de 71,2 au mois de février. Du côté des valeurs à suivre à Paris à la mi-journée, on commence avec Iliad qui annonce une croissance de ses résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires qui progresse d'un peu plus de 10% à 1,67 milliard d'euros. L'activité de la maison mère de Free a été portée par le dynamisme de son activité fibre en France, mais aussi par le succès de son offre mobile en Italie.
À Paris toujours, on note que l'ATCOR annonce de son côté une perte nette d'un peu moins de 190 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019. Un creusement donc de ces pertes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie. Le groupe anticipe également une année 2021 difficile et prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%. On notera également que Trigano annonce être entré en négociation exclusive avec 3 groupes de distributeurs de véhicules de loisirs, à savoir CLC, SLC et Loisiréo, dans le but d'acquérir 70% de leur capital respectif. Si aucun montant n'a été communiqué à ce stade, l'opération pourrait permettre à Trigano de se renforcer dans la distribution de ses produits avec un contrôle sur 44 points de vente de camping-cars. Sur le CAC 40 à présent, les plus grosses progressions sont signées à la mi-journée Forestia qui signait d'ailleurs la plus forte baisse sur le CAC 40 hier soir en clôture. Unibail et Capgemini sont également très entourés à la mi-journée, tandis que les plus fortes baisses reviennent à ArcelorMittal, EssilorLuxottica ou encore Total. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour sur du côté des matières premières. Le pétrole qui à la mi-journée est légèrement au-dessus des 67,5 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or est elle juste au-dessus des 1730 $. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar est lui juste au-dessus des 1,19 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle de la situation de marché, des scénarios de marché de CPR Asset Management chaque mardi. Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR AM. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci d'être avec nous. Des scénarios de marché tactiques à 3 mois que vous réajustez tous les mois chez CPR Asset Management avec aujourd'hui 3 scénarios, un scénario central et 2 scénarios alternatifs de risque. Arnaud, le scénario central paraît être le scénario idéal pour les investisseurs aujourd'hui, le scénario qu'on aimerait voir se dérouler pleinement, c'est-à-dire l'idée d'une normalisation graduelle et ordonnée des marchés et notamment des marchés obligataires. Effectivement, dans ce scénario-là, on verrait les taux monter, mais dans l'ordre, et qui, en gros, est en tour d'un 1,60 qu'on a aujourd'hui. Et ça permettrait évidemment à la confiance de revenir et au marché d'action de progresser encore un peu, toujours avec une rotation sectorielle de style qui a été marquante depuis quelques semaines et qui continuerait encore dans ce scénario-là. Et donc on verrait les valeurs des côtés progresser plus que les valeurs de croissance. Et donc les pays aussi où il y a la concentration des valeurs des côtés encore plus fortes progresser, à l'image de la zone euro et de l'Amérique latine par exemple, au-delà des marchés américains stricto sensu. Ouais. Des écarts de performance déjà très très importants. Alors on peut regarder ça de manière en termes de style entre la croissance et les valeurs cycliques ou value. Arnaud, moi il y a un secteur qui me marque aujourd'hui, c'est le secteur du voyage et des loisirs en Europe. Quand on regarde l'indice sectoriel du Stock 600 Travel and Leisure, il est revenu au plus haut historique, effaçant complètement la crise pandémique. C'est quand même un des secteurs les plus fragilisés, on peut l'imaginer en tout cas sur le moyen long terme par cette crise pandémique, et c'est un secteur boursier qui vient d'effacer la crise aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que les marchés sont très forward-looking, c'est-à-dire qu'ils regardent très loin devant. Effectivement, on sait que la période actuelle n'est pas encore idoine, mais les anticipations sont très fortes. Ouais. Et donc le message au passage, il est d'ailleurs sur le fait que, certes, il y a des progressions sur les indices à anticiper encore un peu, mais la rotation des valeurs à l'intérieur des indices est bien plus violente que la progression des indices eux-mêmes, et les écarts en termes de secteurs vont continuer à être très très forts, avec des grands secteurs qui vont revenir d'actualité et les autres qui vont marquer le pas parce que ils ont déjà progressé pas mal par le passé. Effectivement, donc un scénario central auquel vous donnez une probabilité de 60% aujourd'hui, et je le disais, 2 scénarios alternatifs. Le premier risque pour vous, c'est le risque d'emballement. C'est un scénario pour lequel vous affichez une probabilité de 25%. Emballement, bien sûr, sur le marché obligataire. C'est une correction du marché obligataire qui dégénérerait et une remontée des taux qui se ferait à une vitesse peut-être trop douloureuse pour les investisseurs. C'est ce qu'il faut comprendre, Arnaud. Exactement. C'est parce que, évidemment, aux États-Unis, on voit bien que l'économie repart. Et en plus, le plan Biden des 1900 milliards est évidemment très conséquent. On va y avoir le versement des chèques de manière imminente. Donc la consommation va très très bien se tenir. Et dans ce scénario-là, on aurait une machine, entre guillemets, qui va s'emballer. Et donc les taux longs qui remonteraient à 2%.
Alors encore une fois, la volatilité du marché obligataire peut être un handicap pour les marchés, on l'a vu dans les dernières semaines. Et dans ces scénario-là, on aurait une vive hausse. La Fed ne réagirait pas tout de suite. Les émissions ne trouveraient pas forcément investisseurs immédiates. On se rappelle que fin février, il y a une émission de 7 ans qui s'était mal passée aux États-Unis sur l'État américain et qui avait ensuite entraîné un peu une grande secousse, notamment sur les valeurs tech américaines. C'est exactement la même chose qu'on aurait dans ce scénario-là. D'ailleurs, au point de vue date, il faut surveiller la date du 25 mars, puisque c'est là où il y a aussi une échéance de 7 ans assez forte, une adjudication aux États-Unis à hauteur de 65 milliards. C'est-à-dire que l'ensemble des mesures de soutien apportées par l'État américain, évidemment, trouve son miroir, à savoir des émissions très fortes. On est en une période très très forte de refinancement du déficit budgétaire. Mars était un mois très fort et il n'est pas encore totalement terminé. Et ensuite, il faudra vérifier encore, alors pas tant avril et mai, mais encore juin va être très très fort en termes de montant. Et c'est pas sûr qu'on trouve à chaque fois des investisseurs en face de ces montants records. Donc dans ce scénario-là, on aurait effectivement les valeurs de croissance qui seraient encore une fois très attaquées, les valeurs de value qui pourraient résister, mais malgré tout marqueraient un peu le pas. Et donc un scénario où globalement il n'y aurait quand même pas beaucoup de classes d'actifs qui progresseraient, à l'exception du dollar qui pourrait trouver quand même une valeur refuge, et aussi des anticipations sur l'inflation qui pourraient elles aussi revenir, et donc toutes les stratégies liées aux inflations anticipées pourraient être les gagnantes de ce scénario alternatif à hauteur, qu'on probabilise à hauteur de 25%. Ouais. Bon, on verra comment Jérôme Powell gère ce risque de marché que vous estimez à 25%, le risque d'un emballement des taux américains. Je rappelle que la Fed commence à se réunir aujourd'hui pour 2 jours avant la communication attendue demain soir. Et puis le dernier scénario, Arnaud, donc qui a une probabilité de 15% évidemment. Et c'est peut-être le scénario du moment, entre guillemets, avec la suspension du déploiement du vaccin AstraZeneca un peu partout en Europe. C'est le risque d'un nouveau report, d'un nouveau décalage de la réouverture des économies. Et évidemment, c'est un risque qui est peut-être plus sensible pour l'Europe que pour les États-Unis, puisque aux États-Unis, la voie vers la rouverture semble quand même bien balisée pour l'instant. Oui, parce qu'aux États-Unis, on suit les statistiques des Américains adultes vaccinés. On va dépasser les 50% a priori pour fin avril, donc ça va aller assez vite. En revanche, en Europe, pour l'instant, les trajectoires, c'est plutôt pour juillet. Donc effectivement, si c'est un scénario qui serait centré sur encore un décalage des plans de vaccination, alors ça toucherait l'Europe et voire certains pays émergents. Alors ça serait pas une catastrophe au sens absolu, dans le sens où c'est un décalage. En gros, on aura la sortie du tunnel assurée, mais encore une fois décalé dans le temps. Et donc là, les gagnants seront justement les valeurs tech américaines qui sont orientées sur le travail à la maison, etc. En revanche, les valeurs décotées c'est le seul scénario où les valeurs décotées européennes ou japonaises, etc. seraient délaissées. Et c'est le seul scénario aussi où les taux longs rebaisseraient un peu. Mais encore une fois, c'est quelque chose à surveiller. Aujourd'hui, c'est pas sûr. On l'a mis qu'à 15%. Évidemment, le sujet sur le vaccin AstraZeneca est lié à ce scénario-là. On va voir ce que va décider l'agence européenne jeudi, si elle va quand même reprendre et réautoriser la vaccination avec ce vaccin. Bon. C'est évidemment clé pour l'Europe. Ouais, on suivra effectivement la décision de l'autorité européenne du médicament qui d'ores et déjà hier a réaffirmé que les bénéfices du vaccin AstraZeneca étaient largement supérieurs aux risques potentiels. On attend une communication plus officielle, plus précise de la part de l'autorité européenne du médicament. Alors jeudi au plus tard, peut-être dès aujourd'hui, on suivra évidemment ce rendez-vous important pour le déploiement de la vaccination en Europe. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Et c'est donc Yves Chouefati qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure de Smart Bourse, le président et fondateur de Tobam. Bonjour et bienvenue Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a des attentes très importantes autour de cette interview, notamment sur le Bitcoin. On va parler du Bitcoin avec vous. C'est un sujet permanent.
passionnel, passionné, mais juste un mot quand même de Tobam pour comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé au Bitcoin. Ça fait déjà quelques années que vous vous y intéressez. Vous avez lancé en fin 2017, je crois, un fonds dédié à l'investissement en Bitcoin. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion de diversification de ce crypto-actif qu'est le Bitcoin aujourd'hui, ce qui s'inscrit dans la stratégie d'investissement de Tobam dès le départ, qui est l'idée que la diversification est la meilleure stratégie d'investissement qu'on puisse avoir aujourd'hui dans les marchés globaux tels qu'ils fonctionnent. Oui. En fait, l'idée de Tobam, la valeur de Tobam, ça consiste à essayer de fabriquer un portefeuille si on ne sait pas prévoir l'avenir. Donc le constat de Tobam, c'est que l'avenir est difficile à prévoir et que si on ne sait pas prévoir l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est être diversifié. Et l'originalité de l'approche de Tobam, ça a consisté à se dire que la diversification, tout le monde en parle, mais très bizarrement, c'est un concept qui est mal défini. Dans l'industrie de la gestion d'actifs, on mesure des tas de choses, la volatilité, la tracking error, l'alpha, le bêta, le gamma, le θ, le véga, l'euro, mais il n'y a pas de mesure de la diversification. On pense avoir découvert cette mesure de la diversification, on a réussi à la breveter, et ce qu'on fabrique, c'est très exactement le portefeuille le plus diversifié que l'on peut créer dans un univers donné. C'est une boîte de matheux, je ne l'ai pas dit au départ, mais c'est une boîte d'ingénieurs, c'est une boîte de matheux. Vous êtes un matheux, Yves, au sens le plus noble du terme. Et donc, ce sont des stratégies qu'on appelle systématiques, mathématiques. Il n'y a pas d'émotion humaine, il n'y a pas de filtre humain dans la manière dont vous construisez les portefeuilles de Tobam. Dans la manière dont on construit les portefeuilles, non. Dans la manière dont on a construit les maths, évidemment, il y en a un peu. Donc, on s'adresse à des investisseurs de très long terme. Donc l'essentiel des investisseurs de Tobam, c'est des gros investisseurs publics, des banques centrales, des fonds souverains ou des fonds de pension publics. Et on va s'intéresser à essayer de leur fabriquer une solution rationnelle dans le long terme, en absence de capacité à prévoir l'avenir. Donc on va aligner différentes dimensions, la diversification, la durabilité des stratégies, et essayer de mieux comprendre quels sont leurs besoins à eux. Et avec ça, on va fabriquer un portefeuille bien diversifié qui va répondre à leurs besoins. Alors, on sait lire les modèles tels que vous les construisez, Yves. Que vous disent les modèles mathématiques de Tobam aujourd'hui sur le marché dans son ensemble? Est-ce que le marché est sain? Est-ce que le marché est dangereux? Je ne cherche pas à prédire l'avenir, j'ai compris, mais sur la situation actuelle, que vous disent les modèles mathématiques de Tobam? Jamais les gros marchés n'ont été aussi concentrés qu'aujourd'hui. Que ce soit les deux gros marchés leaders, que sont le marché des États-Unis ou les marchés émergents, jamais ils n'ont été aussi concentrés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 1% des valeurs qui concentrent autant de risques que 80% des valeurs dans le S&P 500. Donc vous croyez que vous achetez un portefeuille un peu diversifié en ayant 500 valeurs, mais en fait, les 5 plus grosses valeurs représentent autant de poids que 80% des valeurs. Donc vous avez des indices extrêmement concentrés. Et en fait, je suis français, je fais souvent des conférences à l'étranger. Je dis souvent qu'étant français, je peux vous dire une chose sur la mode. Si vous voulez devenir riche dans le domaine de la mode, il faut vendre ce qui est la mode, il ne faut pas l'acheter. Et les indices capipondérés font exactement le contraire. Dès que quelque chose est cher, on est censé en mettre. Et on va systématiquement être conduit à maximiser son allocation au pire moment. Et là, on est quand même en train de maximiser beaucoup de risques à un nombre très limité d'actions. Et ça veut dire quoi? Parce que là, on parle de la gestion indicielle, de la gestion benchmarkée. Tout à fait. C'est quand même une gestion qui concentre la plupart des flux aujourd'hui et depuis au moins une dizaine d'années. À un moment, est-ce que ce sera un problème, effectivement, pour le marché? Est-ce qu'il y a un vrai risque derrière cette gestion indicielle passive pour le marché dans son ensemble? En fait, je donne beaucoup d'importance aux mots. Et je dis souvent que la confusion la plus toxique de notre industrie, c'est la confusion entre passif et neutre. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne savent pas prévoir l'avenir, s'ils veulent un portefeuille bien diversifié, ils doivent aller vers le passif. Voilà. Alors que le passif est très concentré, très biaisé. On redit, les GAFAM, c'est peut-être la moitié du poids du Nasdaq, c'est 25% du poids du S&P 500. Tout à fait. Voilà, on le raconte. C'est exactement ça. Donc tout ça, ça fait peser effectivement
des très gros risques pour ce qui est de l'avenir. Évidemment, cette concentration, elle peut continuer. Bien sûr. Elle peut continuer un certain temps. Mais rappelons-nous des prédécesseurs des GAFAM. Nokia avait une part de marché de 90% sur les téléphones. BlackBerry avait une part de marché de 100% sur les smartphones. Qu'est-ce qui en reste? Donc l'économie, c'est à un moment donné certains qui doivent se retirer du marché. Même le PDG d'Amazon l'a dit, toutes les boîtes sont heureusement mortelles. Et c'est dans ce cycle de mort et d'émergence de nouvelles boîtes que se crée la véritable richesse et que se crée la valeur, quoi. Et vous êtes allé jusqu'à déposer ce concept, il y a un copyright, je crois, sur la stratégie. Il y a un brevet. Oui, des brevets. Voilà. La stratégie s'appelle anti-benchmark et repose donc sur le concept de maximiser la diversification. Maximum diversification. Tout à fait. Et on en arrive au Bitcoin, Yves. Tout à fait. En novembre 2017, et j'imagine les années précédentes, vous êtes intéressé à ce crypto-actif, cette monnaie alternative, je ne sais pas si on peut la définir comme ça. Et ce qui vous a intéressé, alors je ne sais pas derrière s'il y a un combat ou une vision politique même libertaire derrière votre engouement pour le Bitcoin, mais le premier constat, c'est que c'est un actif de marché qui est hautement diversifiant. Ouais. C'est ça le constat que vous faites. Le constat initial, c'est que, comme vous l'avez dit, à Tobam, il y a une belle bande de mathématiciens et d'ingénieurs. Et ils sont tous, enfin pas tous, mais un certain nombre d'entre eux sont passionnés pour un nouvel objet mathématique qui était apparu, qui s'appelait la blockchain ou le Bitcoin. Et certains ont, comme on le fait en science, on fait des expériences, certains ont essayé d'expérimenter le nouvel objet et ils se sont sensibilisés, ils en ont un peu investi. Et lors d'un dîner en 2016, j'ai remarqué qu'il y avait une caractéristique du Bitcoin qui s'améliorait à travers les années, c'est sa liquidité. Au début, c'était un actif extrêmement peu liquide. Aujourd'hui, le Bitcoin est plus liquide que la plus liquide des valeurs européennes. Et un jour sur 10, elle est plus liquide que Apple. Donc cette vision, elle était bonne. Sa liquidité pouvait augmenter. Et je me suis dit que si cette liquidité augmentait souvent, même les clients de Tobam, qui sont des gros paquebots, bien sûr, pourraient un jour s'y intéresser. On s'est dit, on va essayer de voir s'il y a une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Et on a fabriqué une thèse en observant les propriétés fondamentales, les propriétés empiriques du Bitcoin. Et on a découvert une thèse d'investissement. Une des dimensions de cette thèse, c'est qu'effectivement, le Bitcoin se comporte à nul autre pareil. Et donc, c'est un actif qui est très diversifiant. C'est un actif qui a sa propre vie. Ça fait déjà donc plusieurs années que vous êtes investi sur ce marché. 2017, c'était une initiative pionnière. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît... Le monde du Bitcoin s'institutionnalise à vitesse grand V, mais en 2017, c'était quand même, j'allais dire, au mieux, vous étiez vu comme un pionnier, au pire, peut-être comme un illuminé, Yves. Voilà. Et je disais tout à l'heure, une bêtise, d'ailleurs, je disais c'était $10 le Bitcoin en 2017. Non, vous dites c'était plutôt déjà $1000. Ouais, c'était plutôt à 1000, ouais. C'est un actif qui a une vie propre. Vous trouvez quand même des corrélations aussi minimes soient-elles entre le Bitcoin et, je sais pas, le marché action, le Nasdaq, les taux. On parle beaucoup des marchés obligataires aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait bouger le Bitcoin? Alors, qu'est-ce qui fait bouger le Bitcoin? Le Bitcoin, il se comporte très exactement comme tous les autres actifs. Ce qui fait bouger son prix, c'est les acheteurs et les vendeurs. OK. Maintenant, comment se comportent ces acheteurs et ces vendeurs? Effectivement, le Bitcoin est à peu près corrélé à rien du tout. À peu près corrélé à rien du tout, ça veut dire que sa corrélation est non significative statistiquement parlant. Quand vous regardez le comportement du Bitcoin avec n'importe quel autre actif, il n'y a aucune corrélation qui est significative. Le marché action peut monter, le Bitcoin peut baisser, le marché action peut monter, le Bitcoin peut monter. Exactement. Et ça, c'est une propriété qui est très précieuse. J'ai eu la chance d'être interviewé par l'Assemblée nationale il y a quelques années, par la Commission des finances. On m'a parlé du risque du Bitcoin, et je leur ai dit, le Bitcoin, c'est très risqué. C'est comme du chlore. Le chlore, c'est un gaz de combat, c'est un gaz extrêmement dangereux. Mais si vous mettez une goutte de chlore dans un verre d'eau, vous aurez de l'eau potable. Et le Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est un actif extrêmement risqué, extrêmement dangereux. Mais si vous mettez une petite dose dans un portefeuille, son effet diversifiant va faire que ça va réduire le risque de votre portefeuille. Et dès lors que vous avez moins de risque dans votre portefeuille, vous allez pouvoir acheter plus d'actions, acheter plus d'actifs qui effectivement rapportent des performances pour l'avenir. Parmi les questions qui se posent, et notamment chez les
crypto-sceptiques, on va dire ça comme ça. Il y a la question de la volatilité du Bitcoin. Est-ce que sur les années passées, là, vous constatez une réduction de cette volatilité qui paraît toujours quand même phénoménale, encore aujourd'hui, au moment où on se parle? Yves, est-ce que cette volatilité est amenée à se réduire? Est-ce qu'on peut éteindre la volatilité du Bitcoin? Imaginez en tout cas qu'elle s'éteigne. Alors, d'abord, sur la volatilité du Bitcoin, c'est un vrai faux problème. Pourquoi? Parce que si vous décidez qu'un jour le Bitcoin est 3 fois trop risqué pour vous, il suffit d'en acheter 3 fois moins. Donc la volatilité du Bitcoin en soi ne doit pas être un frein à l'investissement. La volatilité, elle sert à décider la taille de l'investissement, mais jamais à exclure un actif. Donc quand un investisseur vous dit « cet actif est trop risqué pour moi », il vient de vous révéler une information très importante sur lui-même, c'est que c'est un investisseur qui n'est pas rationnel. Rationnellement, on ne peut pas exclure un actif à cause de son risque. Effectivement, à côté de ça, le risque baisse. Le risque du Bitcoin est très inférieur à ce qu'il était en 2010, évidemment. À l'époque, je vous rappelle que en 2010, il s'est acheté 2 pizzas à 10 000 bitcoins. Ces 2 pizzas, peut-être qu'elles en valaient 5 000 des bitcoins, ou peut-être qu'elles auraient pu en valoir 100 000. La volatilité, c'est l'indétermination du prix. La haute volatilité du Bitcoin, elle est simplement un bon indicateur qu'on ne sait pas ce que le Bitcoin vaut réellement. Et en fait, le Bitcoin, il vaut peut-être 0. Ou l'infini. Pas l'infini, mais quelques millions d'euros par Bitcoin. Et c'est cette incertitude entre ces deux scénarios qui fabrique l'énorme volatilité du Bitcoin. Cette volatilité ne lui enlève pas son effet diversifiant. Et donc, il y a déjà une thèse d'investissement qui est qu'on peut faire baisser la volatilité de son portefeuille en achetant un tout petit peu de Bitcoin dans son portefeuille. Et les clients de votre fonds sont alors des investisseurs, des sociétés de gestion, des particuliers, mais aussi des entreprises non financières. Tout à fait. On peut le dire. Oui, qui utilisent le Bitcoin comme diversifiant pour leur trésorerie d'entreprise. Pour être complètement transparent, aujourd'hui, les investisseurs qu'on a sur notre fonds sont des gens plutôt qui tentent des expériences. On est aujourd'hui... Je suis persuadé que le Bitcoin, en fait, est une monnaie, mais c'est vraiment une monnaie émergente. Et quand c'est une monnaie émergente, ce n'est pas encore vraiment un outil avec lequel on va faire des vrais placements de long terme. C'est un outil avec lequel on va faire des expériences, on va apprendre à vivre avec. On se familiarise. Et on se familiarise avec. Initialement, l'objectif de notre fonds, jusqu'à il y a 3 mois, c'était le seul fonds ouvert qui traitait le Bitcoin sur la planète. Donc c'était vraiment très précurseur et c'était vraiment se permettre de se familiariser avec cet objet-là. Il faudra que vous reveniez, Yves, parce qu'il y a évidemment, il faudrait approfondir toutes ces questions. Je voulais qu'on termine avec cette question qui fait débat là aussi. Est-ce que l'investissement en Bitcoin est compatible avec les enjeux climatiques? Tous les investisseurs aujourd'hui se veulent responsables, conscients des enjeux climatiques. Le problème du Bitcoin, c'est qu'il consomme beaucoup d'énergie. Tous les cycles d'innovation se comportent à peu près de la même manière. Au début, on ne comprend pas. Ensuite, on combat. Ensuite, on regrette de ne pas y être allé plus tôt. Ensuite, on adopte et ensuite, on est enthousiaste. Là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui, comme ils ne comprennent pas, ils combattent parce qu'on a peur de l'inconnu. Aujourd'hui, cette histoire de trace carbone du Bitcoin, c'est une légende urbaine. Comment ça, c'est une légende urbaine? Absolument. Il y a le minage des ordinateurs, des cartes graphiques. Tout à fait, mais la quantité de carbone émise est ridicule. La quantité de carbone émise par tout l'écosystème Bitcoin, il est extrêmement facile à calculer. On sait exactement combien rapporte le minage. Donc on sait exactement au maximum combien on émet de CO2 en minant. Et l'empreinte carbone, elle correspond à l'empreinte d'une entreprise moyenne du S&P 500. C'est équivalent à peu près une demi-douzaine d'avions gros porteurs qui volent 24 heures sur 24 au-dessus de la Terre. C'est ça, la trace carbone du Bitcoin. Tout le reste, c'est du fantasme. Moi, je me rappelle, j'ai retrouvé les articles qui, à l'époque, nous disaient que si on équipait tout le monde de PC, on n'arriverait plus à respirer sur la Terre. Oui. J'ai trouvé des articles qui disaient que si on diffusait Internet, on ne pourrait pas respirer, et que si on distribuait des smartphones, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas respirer. Comme d'habitude, dans tout cycle d'innovation, on va combattre l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas répondre aux questions, donc on imagine la pire des réponses possibles. Mais là, il y a des articles de Cambridge, il y a des articles du MIT, dont vous trouverez, je mettrai les références sur le site internet de Zoram, qui démontrent que tout ça, c'est tout simplement ridicule.
C'est des gens qui n'ont pas pris une calculette pour essayer de refaire le calcul, qui diffusent ce genre d'informations. La recherche académique qui est au cœur, là aussi, de la philosophie et de la stratégie d'investissement de Tobam. Il faudra que vous reveniez, Yvain, je pense, parce qu'il y a beaucoup à explorer encore autour de ce sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies. Yves Chouefati, qui était à mes côtés en plateau, le président et fondateur de Tobam, avec nous dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.